Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre série d'été de la saison 6 de Comme d'Archi, bien amorcée maintenant. Nous nous sommes focalisés sur la strate historique lors des premiers épisodes, en insistant sur l'enchaînement des pages de l'histoire à la lumière des pierres. Penchons-nous aujourd'hui sur la strate, mais dans la perspective d'un ambitieux projet de consolidation, mise en valeur et réinjection d'usage au château fort de Domérat, situé en Haute-Loire. Le projet est tel que nous le traiterons en 2 épisodes. Voici le premier épisode. Perché sur un éperon rocheux, le château de Domérat domine la vallée de la Sénouire. Il offre un panorama exceptionnel sur la région. Forteresse défensive aux origines, le château a traversé les siècles en conservant son architecture authentique. Tour imposante, remparts de pierre et vaste salle voûtée. Aujourd'hui, il est au cœur du projet de restauration et d'animation porté par l'association Domérat Réinventé qui œuvre pour faire revivre ce patrimoine exceptionnel. Bon, encore un réinventé. Vous savez, ce qualificatif à la mode, employé tous azimuts, que je n'apprécie guère. Mais là, je pardonne, car c'est totalement pour la bonne cause, pour une fois assez représentatif de ce qui s'y passe. Cet exemple nous intéresse tout particulièrement, car quelle audace que celle de s'attaquer aux plus vieilles ruines, vous ne trouvez pas ? Quoi de plus difficile que de lutter contre décrépitude et oubli, n'est-ce pas ? Un phénomène qui s'applique à toute chose d'ailleurs, que les fatalistes qualifient d'inexorable, donc ne méritant pas l'effort. Vous savez, ceux qui laissent toujours aux autres la sale besogne, et qui, parfois même, s'attribuent le mérite des autres. Concernant les plus braves, certes, ils aimeraient sauver leur grand-maman, leur grand-papa, les sortir des EHPAD, retenir leur histoire filiale, ne plus voir souffrir. Pour les plus généreux d'entre nous, les efforts ont beau être démultipliés, l'issue sera fatale de toute façon. Et l'on avance dans l'effort, inexorablement, dans cette ambivalence, impatient que la souffrance s'arrête, mais conscient qu'après la voix, l'odeur, l'échange, le silence s'imposera à jamais. Il est vrai que l'avantage, avec les très vieilles pierres, c'est qu'elles sont tellement plus pérennes que nous. Elles continuent de nous parler à tous. Elles ont le pouvoir de nous apprendre des choses tellement lointaines. Mais tout de même, qu'est-ce qui fait courir ceux qui osent conjurer le temps avec une si grande ferveur dans l'acte de conservation de ce qui peut l'être sauvé ? Le 4 novembre 1925, Le Monde illustré consacrait une page au château de Domérat dans une chronique intitulée « France du passé, les belles ruines féodales ». Le bel article commence ainsi. Le Moyen-Âge nous a laissé des monuments incomparables. Et ces vestiges du passé, qui surgissent à chaque détour de coins de route, livrant aux touristes le charme de leurs silhouettes, la dentelure de leurs écroulements, et cette poésie intense qui émane des choses mortes, sont une des beautés de notre paysage en France. Placés presque toujours sur des points culminants,
Les ruines empruntent une telle magie au ciel, qu'il les noie de brume ou de clarté, qu'il suffit parfois de quelques murailles déchiquetées pour donner à distance l'illusion de restes magnifiques. Aussi, à quelle splendeur peuvent atteindre les rares demeures féodales, qui gardent une structure intacte, comme ce superbe château de Domérat, que le temps n'a touché que pour le parer d'une beauté nouvelle. Bâti sur un mamelon, il domine le fertile bassin brivois, et bien qu'il soit situé à la jonction des chaînes du Velay, du Cantal et de la Margeride, il ne connaît qu'un mol, comprendre mou, qu'un mol et riant horizon de collines où rien ne fait prévoir les gorges abruptes, les monts tourmentés, les terres sauvages pourtant si proches. » Fin de citation. En 1925, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on savait encore s'adonner à la contemplation, utiliser la métaphore et le vocabulaire approprié. C'est pourquoi je l'ai laissé en entier. Toute cette attention portée au château, il y a un siècle déjà, a sans doute entretenu ce désir de chérir la ruine, présente dans l'imaginaire collectif depuis le XIXe siècle, est-il rapporté par les acteurs du projet. Car, en effet, la Révolution française et sa violence forcenée, absolument condamnable, je bannis la violence, a démantelé ce château encore habité en 1789. La forteresse, rectangulaire, flanquée de 4 tours et d'un donjon carré, au lendemain de ces jours funestes que seuls des forcenés aimeraient voir renaître, offre un spectacle de murs éventrés. Fort heureusement, les pièces des tours, voûtées, ont pu conserver des fresques et les 4 panneaux de la chapelle. Fresques au sujet biblique à peine abîmées. Menacée de ruine en 1972, une première campagne de sauvetage d'urgence est organisée par une section militaire de sauvegarde. Il s'agit d'un chantier bénévole autour d'une action collective pour laquelle l'armée semble moteur. L'unité architecturale des lieux est considérée comme rare, faisant de ce château l'un des fleurons de la Haute-Loire. La terre est préservée de la pollution. Domérat possède à coup sûr un ADN culturel et touristique, pouvant aider la région à se développer. Le général Boisfleury, commandant à l'époque de la 52e division militaire, estime que, si la vocation de l'armée est la défense militaire du pays, elle a un rôle de conservation de vertus nationales et que son rôle est un rôle d'exemple. Le service militaire doit aussi instruire les jeunes gens. La troupe aide l'association locale et il est rapporté qu'en quelques jours seulement, les sites ont totalement changé d'aspect. Mais quel patrimoine exactement cette première campagne a-t-elle sauvé? Le château de Domérat, remontant au XIIe siècle, serait le fruit, aux origines, d'une famille influente de la région, les Papabeuf. Ils possèdent des terres, dites libres mais convoitées. Ils s'appuient sur leur voisinage, les familles Polignac et Vissac, afin de maintenir ce statut et pour défendre leurs droits, auraient fait construire le premier château de pierre. Au XIIIe siècle, les Papabeuf, seigneurs de Domérat, s'allient aux grandes lignées de noblesse du Velay et du Livradois. Pourtant, en 1241, Astorgue Papabeuf rend foi et hommage pour son château et les fiefs en dépendant au comte de Poitiers, frère du roi. Alphonse de Poitiers est maître de l'Auvergne et se prépare à s'emparer du Languedoc. Cette nouvelle vassalité permet aux Papabeuf de vivre paisibles jusqu'à la guerre de 100 ans.
Il est probable que cette lignée ait été victime de cette guerre interminable et ou de la peste noire. Il est décrit qu'en 1387, Ponce de Langeac, sénéchal d'Auvergne, est seigneur de Domérat. Ainsi parlons des lignées. La nouvelle lignée de Langeac œuvre à Domérat. Le fils de Ponce, Jean de Langeac, hérite du titre et épouse Marguerite Gouge, nièce de Martin Gouge, évêque de Clermont. Dans les années 1430, Martin Gouge, avec l'appui possible du roi Charles VII, finance d'importants travaux. Le château devient une forteresse défensive, mais aussi une résidence de luxe. Environ 10 membres de la famille de Langeac se succèdent à la tête du domaine pendant 2 siècles. En 1586, Françoise de Langeac épouse Jean de la Rochefoucauld, transférant ainsi la seigneurie à une nouvelle lignée. En 1591, ils agrandissent le domaine, achat de terre, et rénovent le château. Fresques peintes et cloche de l'église. Françoise meurt en 1616. Son mari en 1626. Leurs 3 fils leur succèdent. En 1656, Henri de la Rochefoucauld vend le château à Christophe de Beaune. Le neveu de Christophe de Beaune, Joachim de Montagu, hérite du château. Les Montagu le cèdent ensuite aux frères Fargès, propriétaires de 1773 à la Révolution française. Durant la Révolution, les pierres de taille du château démantelées sont réutilisées. Ceci étant dit, l'apparence actuelle du château de Domérat vient néanmoins et en grande partie des gros travaux qui ont été réalisés au XVe siècle, bien que l'on puisse encore observer quelques éléments qui datent d'époques plus tardives. Comme beaucoup de châteaux, Domérat a été remanié plusieurs fois au cours de son histoire. Cela complique un peu les choses car, et c'est logique, plus on modifie un bâtiment, plus il devient difficile de savoir à quoi il ressemblait auparavant. C'est exactement le cas ici. On n'a pas d'idée précise de l'aspect du château avant les rénovations du XVe siècle. Ce que l'on sait, c'est que de grands travaux ont été menés par Jean de Langeac et Marguerite Gouge. Ils ont pu réaliser un projet aussi ambitieux grâce au soutien de Martin Gouge, évêque de Clermont, l'oncle de Marguerite déjà évoqué. L'aide de Martin, financière, matérielle, fut très précieuse. Aujourd'hui, et plus de 50 ans après la première opération de sauvetage, l'association démarre un grand chantier. Et ce, après un état des lieux des vestiges du donjon à la fin des années 1980 par Didier Replin, ACMH, architecte des monuments historiques. Après aussi des opérations de sauvetage antérieures sous la direction de Stéphane Thoin, ACMH, 1991-1997, mais aussi des opérations de consolidation sous la direction de Stéphane Manchulescu, ACMH 2009-2010. Les pathologies actuelles révèlent des problématiques récurrentes des ruines. De 2023 à aujourd'hui, une étude et des diagnostics ont été rendus et le dossier mené avec la DRAC, une maîtrise d'œuvre retenue. En 2026, les entreprises seront choisies. Le calendrier nous mène jusqu'en 2035 et ce sera ponctué de chantiers bénévoles. Ce projet est ambitieux, nous vous en parlerons lors du prochain épisode. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Retrouvons-nous donc la semaine prochaine pour ce nouvel épisode d'été de Comme d'Archi. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement.
À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.